Après le conseil de la FIFA et l'annulation à la carte selon les continents de la date FIFA de septembre, j'ai très envie de convoquer un entre-deux avec Monsieur Vincent. UEFA, FIFA, alors, c'est qui le patron? Très bonne question, Philippe. Allons-y, entre deux. Le dernier conseil de la FIFA a dénoté, il est unique dans l'histoire en annulant la date de septembre, la date FIFA, de match de sélection donc, pour certains continents et pas pour d'autres. Évidemment que ce soit l'UEFA et le CONMEBOL, l'Europe et Amérique du Sud, les deux continents les plus puissants du foot mondial, qui ait seul obtenu l'autorisation entre guillemets de jouer, a fait jaser. Les deux confédérations, qui livrent une lutte sans merci de pouvoir à la FIFA, n'auraient-elles pas justement pris le pouvoir? Alors à mon sens, c'est plus compliqué que cela parce que les instances du foot ne sont pas toujours, en tout cas pas en toute occasion, des officines dictatoriales où on impose ses décisions. Et en l'occurrence, dans cette crise très particulière, il semble que la FIFA a beaucoup interrogé confédérations et fédérations pour prendre le pouls du foot mondial et prendre la meilleure décision, en l'occurrence une décision non unanime d'annuler ou pas les matchs de septembre. Un exemple, l'Afrique, c'est bien la CAF qui a demandé à ne pas jouer ces matchs de qualification de septembre. Et pourtant, c'est la CAF qui était le plus dans l'urgence puisqu'elle avait une CAN prévue en janvier 2021 et besoin de jouer encore 4 matchs de qualification. Elle a préféré renoncer, reporter donc cette CAN parce qu'il y a trop de frontières fermées, trop de vols non réouverts et qu'il y avait un véritable risque, à la fois sanitaire mais organisationnel, à disputer ces matchs. Ça prouve bien que la FIFA a pu prendre finalement une bonne décision d'écouter les uns et les autres. Il faudra sans doute d'autres dossiers, attendre d'autres débats sur la Coupe du Monde des clubs, sur une Ligue des Nations d'un autre format, pour en savoir plus sur la guerre sans merci, c'est vrai, entre UEFA et FIFA. Sur le papier, il n'y a pas vraiment de doute. On est bien dans une organisation type poupée russe du sport mondial général avec le monde, la FIFA, l'Europe, l'UEFA, les instances nationales que sont les fédérations nationales, les ligues et les clubs. Maintenant, dans les faits, c'est plus tout à fait la même chose. Où sont les meilleurs joueurs du monde, quelle que soit leur origine? Ils évoluent en Europe. Pourquoi ils évoluent en Europe? Parce que c'est là qu'on leur propose les plus gros salaires. Et les salaires viennent d'où? Des contrats sponsoring et des contrats télé, qui sont les plus importants où? En Europe. Et donc, l'Europe du foot, le business du foot, le barissant du foot est désormais clairement en Europe. C'est d'ailleurs pas un hasard si la tête de la FIFA est désormais européenne. Elle a longtemps été sud-américaine avec Joao Avalanche, bien évidemment, mais il y a eu l'ère Blatter, on a failli avoir l'ère Platini et on a l'ère Infantino. Ce n'est pas un hasard si ce sont des présidents de la FIFA qui viennent de l'Europe. Donc on a ce rapport de force qui, d'un point de vue économique, est clairement en faveur de l'Europe. Maintenant, qu'en sera-t-il au niveau politique et jusqu'où ce match peut se jouer? C'est une question qu'il va falloir se poser et qui se pose déjà très vite. Ah, l'Europe, l'UEFA, maître des finances mondiales du football. C'est une thèse peut-être un peu européenne, Vincent, et je pense que cette date de septembre doit nous inviter à la modération sur plein de points. D'abord parce que c'est peut-être une victoire un peu à la Pyrrhus qu'a obtenue l'UEFA en imposant sans doute à l'UEFA, à la FIFA de pouvoir disputer donc des matchs internationaux avec ce qui va avec, c'est-à-dire des droits télé, des ressources qui sont nécessaires à son économie et à celle de ses associations. Parce que dans quelles conditions va-t-on jouer? Ne va-t-on pas être à huis clos? Avec quels joueurs? Les stars épuisées par la fin des championnats Italie, Espagne, Angleterre, plus Ligue des Champions et Europa League, vont-elles enchaîner en jouant juste derrière cette Ligue des Champions avec les matchs internationaux qui ne sont pas en plus des matchs déterminants et décisifs ni en Europe ni en Amérique du Sud? Gros point d'interrogation, sachant que ensuite la saison 2020-2021 va débuter fin septembre, début octobre, qu'il faudra donc enchaîner. On peut s'attendre à beaucoup de forfaits et donc beaucoup de moqueries finalement pour l'UEFA qui aura voulu à tout prix
pour l'appât du gain, jouer en septembre à un moment où peut-être fallait-il annuler totalement, mondialement, cette date. Et puis ça va réveiller aussi les habituels conflits entre fédérations, entre UEFA et clubs, et ces grands clubs qui vont pas forcément goûter à cette date de septembre. Or, c'est évidemment une modération très forte à apporter au pouvoir de l'UEFA qui dépend énormément de l'économie des grands clubs européens. Combien de concessions a-t-elle faites l'UEFA sur la formule de la Ligue des Champions pour s'opposer plus exactement aux projets souvent privés et souvent en s'appuyant sur ces grands clubs de création d'une Super Ligue européenne, voire Super Ligue mondiale. Tout ça doit modérer le pouvoir de l'UEFA qui finalement n'est pas forcément même maître chez elle. Et puis ces grands clubs ne vont-ils pas être attirés par la FIFA ? Le projet de Coupe du Monde des clubs a été retardé, certes. Il devait avoir lieu en juin 2021, il est retardé à juin 2022, mais on verra bien à ce moment-là quelle est l'échelle du pouvoir de la FIFA et de l'UEFA, pouvoir d'attirance sur les grands clubs à l'occasion donc de cette création de la Coupe du Monde des clubs. Bref, le pouvoir de l'UEFA, c'est pas gagné. Alors oui, là Philippe, je te le concède, si l'Europe est plus forte que la dimension mondiale dans l'économie du foot, c'est peut-être pas nécessairement l'UEFA et c'est peut-être les clubs qui vont être le vrai arbitre de ce match FIFA-UEFA. Et à ce niveau-là, je pense que l'UEFA et la FIFA ont intérêt à faire attention parce que on voit bien que chacun met des bâtons dans les roues de l'un et de l'autre, on voit bien aussi l'intérêt des uns et des autres, mais les clubs vont certainement jouer la surenchère, voir ce que propose l'UEFA, faire monter la proposition de la FIFA, voir d'autres acteurs qui pourraient financer une ligue fermée européenne, voire mondiale, mais en tout cas, ce sont les clubs qui vont chercher à avoir le pouvoir dans cette organisation-là. Et donc, il faut que le monde du sport, le monde fédéral, fasse très attention dans sa guerre continentale à ne pas se fragiliser lui-même. On voit déjà là le sujet de l'UEFA qui veut sanctionner la Manchester City. On voit aussi la FIFA qui contraint par exemple la France avec les fenêtres de tir du mercato. Et donc toutes ces contraintes au niveau de l'économie du poumon de l'ouvrier de base, du maillon de base qui est le club et les joueurs, eh bien ça peut ouvrir la porte à un balancier extrême vers le tout privé qui serait la ruine du système fédéral du football. Alors attention. Alors pour sauver cette organisation pyramidale, ce système, ce modèle associatif, une proposition d'un mode d'organisation qui pourrait s'inspirer de ce que fait le rugby ou de ce que a fait la Première Ligue, voire la Formule 1. Bref, un mode qui permet à la fois de conserver une organisation associative et de gérer les aspects commerciaux. Parce que finalement, si UEFA et FIFA se tirent des balles dans le pied ou essayent de tirer la couverture à eux, c'est toujours pour des raisons économiques. Et donc, on pourrait très bien imaginer un modèle associatif qui conserve le système pyramidal et un modèle société dans lequel chaque acteur est présent, détenteur de parts, et donc il y aurait un intérêt commun à développer l'économie et non pas son économie à soi qui pose problème à l'autre. C'est le modèle du tournoi destination où les fédérations sont membres actionnaires d'une société, c'est le modèle de la FIA et la FOM, c'est le modèle de la Première Ligue. Voilà un schéma où on pourrait très bien avoir la FIFA, l'UEFA, la CONMEBOL, la CAF et donc la Ligue, la Fédération asiatique de football, l'AFC, qui pourrait être actionnaire de cette société-là, ce qui permettrait d'organiser au mieux, dans l'intérêt de tout le monde, l'économie du football. Non, le football n'a rien à gagner dans une guerre musclée entre UEFA et FIFA. Un exemple tout bête, imaginons que, puisque CONMEBOL et UEFA s'entendent si bien, qu'ils créent une Ligue des Nations ensemble, cela assècherait de fait immédiatement le marché des matchs amicaux internationaux, donc au détriment des autres continents.
nord-américains, asiatiques, africains. Et donc, ce que les uns prennent, c'est au détriment des autres. En ce sens-là, la réforme de Vincent, oui, séparer le régalien d'une fonction plus commerciale des instances, qui est l'organisation même des compétitions, comme l'Euro ou la Coupe du Monde, peut être effectivement intéressante. On imagine donc des instances qui auraient moins de conflits d'intérêts et qui se préoccuperaient davantage d'organiser le jeu comme il en a vraiment besoin. On pense à un calendrier, par exemple, plus équilibré, plus économe en date pour ses acteurs. On pense à l'équilibre des compétitions, à la protection de la formation, par exemple, avec davantage de contraintes sur les joueurs formés au club ou au pays, avec des contrats plus longs pour les joueurs formés au club. On pense à l'équilibre, à la régulation du marché des transferts, qui est une manière évidemment importante d'assainir le football. On pense au juridique, à la protection des joueurs, des acteurs du foot, et donc au rôle politique que les instances peuvent jouer vis-à-vis des pays. Bref, toutes ces fonctions régaliennes qui ne sont pas aujourd'hui sans doute au premier rang des priorités des instances et qui mériteraient évidemment d'être mises en avant bien davantage que l'organisation pure d'événements par la FIFA et l'UEFA.